Bonjour, c'est notre première rencontre pour cette année 2024. L'usage est qu'à l'occasion d'une année nouvelle, on se présente des vœux. Je n'y manque pas. L'autre constat que l'on peut faire, c'est que ces vœux n'ont aucun effet sur les réalités, mais chaque année, on recommence. Et ceci est une leçon. Il faut faire le pari tout le temps de l'optimisme, quand bien même le spectacle qui est donné à voir n'y incite guère. Mais pour que l'optimisme soit possible, qu'il ne soit pas seulement une forme de béatitude, eh bien, il faut que ce soit un optimisme de l'action. Ça vaut la peine d'être optimiste si on s'engage profondément, résolument et personnellement à essayer de changer ce qui ne va pas. Et c'est précisément ce à quoi notre rencontre, et combien d'autres qui viendront ensuite, a pour objet. J'ai le problème de beaucoup de gens qui doivent présenter des idées ou donner des informations. C'est qu'il faut classer les faits dans l'actualité. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui l'est moins? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les faits? C'est des fois difficile à établir, surtout quand il s'agit de faits abominables. Et alors, qu'est-ce qui est plus important ici ou là? Il me semble que l'importance est toujours donnée par la responsabilité que l'on peut prendre dans les situations. Dès lors, ce qui est le plus important pour nous, c'est ce sur quoi nous aurions la possibilité de l'action la plus directe et la plus immédiate. Et pour ce qui nous concerne, il s'agit de la situation des gens qui sont soumis à la morsure du froid et qui peut-être vont en mourir. Notre pays connaît une situation qui est sans précédent. Tous les jours, le 115, qui est le numéro de téléphone qu'on appelle en cas d'extrémité pour avoir un hébergement, tous les jours, le 115 refoule 8000 personnes. Il y a donc tous les jours 8000 personnes qui sont abandonnées à la rue par tout ce que ce pays, l'une des grandes nations riches du monde, ne peut leur donner, ni même leur garantir comme une forme, même quelconque, même provisoire, même très hâtive, d'abri contre le froid, et le froid mortel qui sévit en ce moment. On a une idée du nombre de gens qui sont sans domicile fixe, ils sont 300 000, mais sans domicile fixe ne signifie pas forcément que vous n'êtes pas hébergé. Même si c'est dans des conditions catastrophiques, un grand nombre de gens sont hébergés. On évalue à peu près le dernier chiffre qu'on avait, c'était en 2016, en tout cas celui que moi j'ai trouvé, c'est 27 000 personnes qui, eux, n'ont rien, aucun abri d'aucune sorte. Et nous savons qu'actuellement, c'est le chiffre aussi que j'ai trouvé, il y a 3 000 personnes qui sont dans la rue à Paris. Quand on dit 3 000 personnes, il faut comprendre qu'on parle de personnes en général, d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants. Et parfois de femmes seules, avec un ou deux enfants qui vont d'un endroit à l'autre se cachant, parce qu'une fois que vous êtes à la rue et au froid, l'autre crainte, c'est d'être séparé de vos enfants, parce que les services d'intervention, d'urgence, pourraient les prendre pour les placer. Je vous parle de choses dont j'ai eu les échos et les témoignages. Et bien sûr, ce qui compte, c'est que nous pourrions faire autrement. Il n'est pas vrai qu'on ne puisse rien faire contre le fait que des gens se trouvent dans une situation extrême. Mais comme d'habitude, alors que l'on pouvait prévoir que l'hiver serait froid, comme c'est le cas d'à peu près tous les hivers, ça n'a rien de très nouveau. Qu'a-t-on prévu? Rien. Bien sûr, on pouvait imaginer que si le froid venait à frapper, il y aurait plus de morts. Pourquoi? Pour la raison qu'il y a plus de gens qui n'ont pas d'abri. Et donc là aussi, on pouvait prévoir qu'il fallait augmenter les capacités pour éviter ce type d'issue. Et pourtant, là non plus, encore une fois, rien n'a été prévu à la hauteur des enjeux. Je prends cet exemple du froid parce que, d'une certaine manière, au fond, nous sommes tous concernés. C'est notre pays, ce sont nos services publics, ce sont nos institutions, et donc, dans cette situation, nous sommes tous responsables. Si nous laissons faire un pouvoir qui ne fait rien, si nous nous habituons à l'idée qu'après tout, c'est supportable que des milliers de gens soient transis de froid et meurent, eh bien, nous sommes aussi, d'une certaine manière, coupables, par indifférence ou par inaction. Alors là, j'ai parlé des gens purement et simplement abandonnés, mais j'aurais pu aussi évoquer ceux qui vivent dans des passoires thermiques. On parle là de plus de 3 millions de logements, c'est quelque chose de considérable, de gens qui ont froid chez eux, à domicile, soit parce que le froid y circule librement, soit parce que le prix du chauffage, électrique ou autre, est arrivé à un tel point que les gens font des économies sur ce sujet. Voilà pourquoi, à mon avis, le plus important est que nous en prenions conscience, que nous le sachions, et que nous savons que nous sommes en train de vivre dans un pays où les autorités acceptent qu'une telle situation perdure. Alors évidemment, ce n'est pas le seul cas déplorable. La deuxième vague d'inondations qui vient de se produire dans le Pas-de-Calais vous montre pourquoi et quelle était l'importance
de l'alerte que nous avons lancée dès le début de la campagne présidentielle en disant que le cycle de l'eau étant détraqué, il fallait réviser partout où on pouvait le faire et aussi vite que possible, aussi bien les occasions de sécheresse que les occasions d'inondation. Car les occasions, les inondations résultent rarement d'un simple excès de l'eau. C'est que l'eau qui tombe rencontre des situations où elle ne peut pas être absorbée par le sol. Soit parce qu'en effet la quantité est considérable et que les rivières et les ruissellements ne peuvent pas se produire. Pourquoi? Eh bien parce que les obstacles sont mis sur la route de la pente, ou bien parce que la pente elle a été entièrement bitumée, entièrement bétonnée, et que l'eau donc glisse sans être jamais absorbée. C'est ce qui arrive à la région du Pas-de-Calais. Et par conséquent, quand se conjuguent beaucoup d'eau qui descendent et d'autre part le niveau de la mer qui monte, même légèrement, vous savez, des fois il suffit d'1 millimètre pour qu'il n'y ait plus de pente gravitaire qui permet à l'eau d'être évacuée vers l'océan. Si bien que la France, qui là encore pouvait prévoir qu'il y aurait de la pluie et qu'il y en aurait beaucoup et que dans certains endroits ça serait plus dangereux que dans d'autres, n'a rien fait. Et au dernier moment, nous voilà en train de demander aux pays de l'Europe de l'Est lointaine, lettons, lituaniens, tchèques, etc., de bien vouloir nous prêter des pompes pour pouvoir absorber l'eau et la rejeter à un endroit où elle puisse être intégrée à un ensemble beaucoup plus large, c'est-à-dire à l'océan lui-même ou à la mer. Voilà où nous en voici rendus. À tout point de vue, les signaux du déclin, c'est-à-dire de l'incapacité à faire face à des situations prévisibles, largement prévisibles et largement opposables, sont dorénavant la caractéristique de notre pays. Je dois vous dire que j'en suis très alarmé, après avoir vu, je le dis comme conséquence numéro 1 de la loi immigration, des gens venir me parler et me dire « nous ne nous sentons plus en sécurité en France, nous comprenons que même si nous sommes des binationaux, nous ne sommes pas les bienvenus et que nos enfants sont en danger ». Voilà quelle a été la première conséquence de la loi contre l'immigration, conséquence absurde puisqu'elle va priver le pays, à nouveau, d'innombrables étudiants qui auraient pu venir apprendre à vivre avec nous, à parler dans notre langue, et donc à pouvoir augmenter le niveau de nos échanges comme c'est nécessaire pour toutes les nations développées. Mais surtout parce que dans notre propre population, nous aurons répandu la peur inutile, stupide, cruelle, criminelle peut-on le dire, dans toute une partie de la population française. Je ne peux pas finir l'évocation des deux sujets, c'est-à-dire le froid et les inondations dans le Pas-de-Calais, sans vous dire toute notre amertume à nous, qui avions déposé un amendement, qui avait été adopté, qui prévoyait de l'argent pour faire face à la politique de lutte contre les passoires thermiques d'un côté, et de l'autre de l'argent pour abonder le fonds Barnier pour lutter contre les conséquences des inondations, et que les deux fois, les deux amendements adoptés ont été rejetés par l'effet mécanique du 49.3. Par conséquent, ce qui se passe en ce moment est de la responsabilité pleine et entière de ceux qui ont déposé et soutenu ces 49.3 sans voter la censure avec nous. Comme vous l'avez entendu dire, j'en suis certain, comment échapper à une telle information, le président de la République a changé de Premier ministre. C'est très important de savoir que c'est le président de la République qui l'a décidé. Alors d'abord, comment on le sait? Parce que c'est Madame Borne qui l'a écrit. Elle dit « Vous m'avez informé de votre décision de changer de Premier ministre ». C'est un message qui a un sens. Ça veut dire « C'est vous qui l'avez décidé, c'est pas moi », dit-elle. Elle était prête à continuer le travail. Alors, on peut se dire que comme elle a été tellement mauvaise, le président de la République a décidé de la retirer de cette fonction. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il dit qu'elle a été très courageuse, qu'elle a tout fait parfaitement, et on peut penser qu'en effet, elle a fait du mieux qu'elle a pu pour appliquer la politique du président de la République, même si ce n'est pas toujours facile à faire, compte tenu du fait qu'il change beaucoup d'avis et qu'il a peu de continuité dans ses politiques. Mais en tout cas, elle a fait le boulot, et de quelle manière 22 49.3, c'est lourd à porter pour une seule personne, mais elle l'a fait. Et elle l'a fait dans des conditions qui ont donné satisfaction à Macron, nous dit-il. Alors, dans ces conditions, pourquoi change-t-il de Premier ministre? Il change de Premier ministre pour tourner une page, sans doute, on peut imaginer. Je n'en sais rien, je ne suis pas à sa place. Mais il décide de tourner une page pour faire autrement. Que va-t-il faire autrement? Nous allons le savoir dès le début. Parce que la principale question qui se pose à propos d'un Premier ministre, c'est pas au moment où il endosse des responsabilités pareilles, de se livrer à une inspection détaillée du personnel. Alors là, on a le droit de dire, oui, en effet, qu'il ne nous a pas éblouis par ses précédentes fonctions ministérielles. Bon, faire porte-parole, pourquoi pas. Un répondeur automatique est capable de le faire aussi. Ensuite, ministre de l'Éducation, alors on a vu que béé d'admiration, il a été fantastique, formidable. On nous avait déjà fait le coup avec Blanquer, mais au moins Blanquer était resté assez longtemps pour qu'on ait le temps d'apprécier ses performances. Lui, il est resté 6 mois. Il n'a donc rien eu le temps de faire
car tout le monde sait que un tel ministère, il se planifie, il s'organise à l'intérieur d'une année scolaire entière et surtout d'une rentrée à l'autre, et non pas en cours de route au bout de 6 mois. Moi, j'ai juste noté que sa principale performance aura été, un, de laisser continuer à démembrer l'enseignement professionnel, et deux, à avoir déclenché une polémique absurde et ridicule à propos de la robe que l'on appelle abaya. Je précise la robe parce que des gens m'ont dit « Ah, mais nous, on est contre le voile, c'est pas le sujet, on parle d'une robe. » Bon, donc d'avoir déclenché cette histoire absurde contre l'abaya. Le voilà, le Premier ministre. Donc, que va-t-il changer? Je pense que, a priori, ce qu'on pouvait attendre, c'est qu'il soit un facteur de stabilité pour l'équipe gouvernementale. Nous allons voir si le gouvernement de monsieur le nouveau Premier ministre va comporter des membres de les Républicains, parce que c'est la condition pour qu'il soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Et il y a une manière de le voir, c'est le vote qui aura lieu sur la confiance. Dans toutes les démocraties, un gouvernement qui s'installe sollicite le vote de l'Assemblée nationale qui confirme que c'est bien le gouvernement. En quelque sorte, dans tous les pays démocratiques normaux, la légitimité d'un gouvernement vient du peuple et du vote populaire, et le vote populaire se traduit par ses représentants à l'Assemblée. Là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est du basique, mais si je suis obligé de le faire, c'est parce que j'ai vu dans une émission Louis Boyard se faire interpeller parce que on lui dit « mais comment ça se fait ?» Alors, quel que soit le Premier ministre, vous êtes en situation de vous y opposer. Et comment ça se fait que vous demandiez un vote de confiance? C'est tout à fait incroyable. Non, c'est pas tout à fait incroyable. C'est le contraire qui est tout à fait incroyable. Et ce qui serait incroyable, c'est qu'une opposition politique décide de cesser d'être l'opposition juste parce qu'on a changé de Premier ministre et sans annoncer le moindre changement de politique. Par conséquent, les Insoumis, et je leur donne raison, Mathilde Panot, Manuel Bompard et tous les députés, un après l'autre, ont fait la même demande, c'est normal, c'est leur fonction. Ils sont les représentants du peuple, donc ils commencent par demander à exercer le principal pouvoir que leur a confié le peuple, c'est-à-dire surveiller, contrôler, amender la politique du gouvernement. Mais ça commence par le fait que le gouvernement soit investi. Alors nous saurons tout très vite au bout de la première semaine. S'il n'y a pas de majorité politique nouvelle constituée autour du nouveau Premier ministre, alors ça veut dire que ce sera, comme avant, le royaume de la combine, de la démerde, des arrangements avec machin dans les couloirs, des arrangements avec trucs, des nuits de commissions mixtes paritaires sous la pression de l'un ou de l'autre, comme on l'a vu à propos de la loi sur l'immigration, où il a fallu que le gouvernement avale tout le programme du Rassemblement national sur le sujet pour pouvoir trouver une majorité dans la salle. Voilà. Et on l'a su, on l'a vu, je ne suis pas en train d'accuser dans le vide, je suis en train de parler de quelque chose qui a lieu, a eu lieu et aura lieu s'il n'y a pas de vote de confiance, parce que le vote de confiance signifierait qu'il y a une majorité dans l'Assemblée. Si bien que l'on peut dire la chose suivante, sans vote de confiance, il n'y aura aucun changement. C'est une idée très vaine de croire que, parce qu'on a changé une personne, la suivante va être meilleure que la précédente. On peut avoir des personnes qui arrivent au bout de leurs possibilités ou de leurs capacités par fatigue, hein, parce que le boulot de Premier ministre, c'est certainement la fonction la plus terrifiante de toute la République, puisque ça va depuis les problèmes de l'intendance quotidienne jusqu'à grands problèmes internationaux sur lesquels le Premier ministre a une autorité. On a par tradition dit que le président de la République avait un domaine réservé, ça n'existe pas, le domaine réservé dans la Constitution. Dans la Constitution, le chef du gouvernement conduit, dirige la politique de la nation. Voilà, c'est lui qui fait ça. C'est pas le président de la République. Le président de la République a des pouvoirs très étendus, c'est tout à fait évident, et notamment dans le domaine international, puisqu'il est dit dans la Constitution que c'est lui qui négocie et signe les traités, par exemple. Et puis, le président de la République étant le chef des armées, on voit que son intervention dans ces domaines a en effet un poids considérable. Mais la Constitution, c'est le Premier ministre qui fixe et dirige et conduit la politique de la nation. Nous allons donc voir ce qu'il a de plus comme capacité personnelle que ce qu'avait Madame Borne, qui jusque-là s'en était acquittée à la satisfaction complète du président de la République. Et comme elle n'a pas dit qu'elle pensait qu'elle rendait service au pays en posant sac à terre et en disant bah, « écoutez, moi, là, je viens de faire la durée de X mois, et par conséquent, il est temps maintenant que je fasse autre chose, parce que c'est extrêmement difficile, et peut-être même, elle aurait pu dire, et puis parce que j'en ai marre de déposer des 49.3, et de passer pour un petit tyran de poche. » Voilà. Pour ma part, si je dois donner mon impression à la lumière d'une certaine expérience, mais ça vaut ce que ça vaut, c'est que ce qu'ils viennent de mettre au point ne tiendra pas.
sauf s'il y a une nouvelle alliance politique. Je veux dire, si LR accepte d'entrer au gouvernement et de participer à la formation d'une nouvelle majorité. Mais sinon, il n'y a aucune raison pour que ça aille mieux qu'auparavant, mais par contre, il y a toutes les raisons pour que ça aille pire qu'avant, parce que arrivent devant nous de grands événements, arrivent devant nous de grandes circonstances, et puis arrive devant nous quelque chose contre quoi personne ne peut rien. C'est que le mandat du président Macron arrive à son terme, va arriver à son terme. Je rappelle que ça fait jamais qu'un peu plus d'un an que tout ça est en place, hein, un peu moins de 2 ans. Par conséquent, il y a encore 3 ans à tirer, 3 ans et demi. Bon, et donc la succession de M. Macron dans cette équipe hétérogène va se présenter et aggraver les situations d'instabilité. C'est la raison de plus pour nous, pour être forts et pour être unis. Je ne peux donc conclure ce moment qu'en déplorant le fait que, puisque nous ne sommes pas unis, puisque la NUPES a été condamnée à mort par le départ des communistes et par le fait que personne ne veut faire de liste commune, le danger que l'extrême droite finisse par être, et de très loin, la première formation politique du pays, et crée donc autour d'elle une dynamique qui est plus grande que jamais. J'espère que ces quelques mots suffiront à rappeler à la raison tout le monde pour qu'on puisse avoir une liste unique aux élections européennes. Il n'y a pas besoin qu'on s'aime pour ça, il n'y a pas besoin qu'on se pardonne quoi que ce soit, il y a juste besoin d'être intelligent et de comprendre qu'il faut avoir une politique à la hauteur des circonstances et pas à la hauteur des seules ambitions de son parti politique. Mon troisième sujet, évidemment, c'est le conflit au Proche-Orient. Je l'appelle conflit au Proche-Orient parce que, personnellement, j'aime pas trop la formule la guerre Israël-Hamas. Parce qu'on a l'impression que ce serait 2 pays, 2 armées. Bon, on n'a pas du tout affaire à ce type de situation, quoi qu'en disent ses protagonistes respectifs. On a affaire à un gouvernement, celui de M. Netanyahou, qui a décidé, c'est le moment politique de cette nation, de mener une guerre d'extermination dans la bande de Gaza. Maintenant, les signaux sont tellement nombreux. Alors, je sais qu'à chaque fois, on nous dit « oui, mais il y a les crimes du 7 octobre ». C'est vrai, mais les crimes du 7 octobre ne justifient pas qu'on en commette 10 fois plus derrière. Ils ne rendent pas plus acceptables les crimes qu'on suivit. Tous les crimes de guerre doivent être poursuivis. Au moins, faites-moi ce crédit de dire que je dis la même chose depuis le début, que les crimes de guerre doivent être condamnés, que le cessez-le-feu est une nécessité immédiate depuis la première heure, et que c'était une chose de poursuivre des gens que l'on accusait d'un crime de guerre, c'est-à-dire l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre sur le territoire israélien, sur lequel il peut y avoir toutes les discussions que l'on voudra, mais les actes, eux, ils se constatent, ils s'observent et ils peuvent être jugés. C'était la position que je défendais. En toutes circonstances, en rester aux faits. Et les faits ne sont interprétables, bien sûr, politiquement, mais ensuite, pour les apprécier et les qualifier, ça ne peut être que ou du jugement politique ou du jugement judiciaire. Ce que j'ai toujours refusé, c'est qu'on mélange les deux. Et par conséquent, que l'on appelle des choses par autre chose que par leur nom. Parler d'un acte terroriste ne revient pas à dire que l'on fait la guerre au terrorisme. Non. On condamne des actes terroristes, mais on ne fait pas la guerre au terrorisme, qui est juste un concept abstrait. On fait la guerre à un adversaire, que l'on doit à ce moment-là nommer. Quand c'est un adversaire avec lequel on peut être en guerre. Pour être en guerre avec un adversaire, il faut le désigner, le connaître et que lui-même représente une force équivalente à celle dont on parle. Enfin bref, tout le monde sait tout ça maintenant par cœur. Depuis, l'ampleur des massacres qui ont suivi et qui se répètent tous les jours montre en plus un système de 2 poids, 2 mesures absolument invraisemblable qui ont fini de dresser la terre entière contre ce qu'on appelle l'Occident. La vérité est que jamais le crédit moral de ce qui est appelé l'Occident, c'est-à-dire en gros les pays qui gravitent autour des États-Unis d'Amérique, n'ont été aussi bas dans le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde se rend compte qu'il y a 2 poids, 2 mesures, que tout le monde va condamner le bombardement d'un hôpital en Ukraine, à juste titre, mais n'avoir pas un mot pour le tiers des hôpitaux de Gaza détruits par une armée régulière qui est celle de M. Netanyahou. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Par conséquent, cela veut dire que derrière ça, le monde est plus désordonné qu'il était auparavant, puisqu'on ne croit plus à rien. C'est dans cette situation que s'explique la position qui est celle historique des Insoumis, du refus de l'alignement. C'est parce que nous sommes non alignés que nous pouvons apprécier au cas par cas. Mais comment le faisons-nous ? D'après nos principes, bien sûr, politiques, de ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît injuste. Mais lorsqu'on entre dans le domaine du crime, c'est tout autre chose. Le juste et l'injuste, par exemple, nous pouvons polémiquer et polémiquer encore sur une injustice sociale, sur un système que nous considérons comme peu démocratique ou pas démocratique dans tel ou tel pays, contre telle ou telle mesure. Là, on est dans l'ordre de la bataille politique.
Mais lorsqu'on parle de crime, c'est d'autre chose. C'est exactement de même nature que la dispute dans un pays. Dans un pays, vous vous disputez sur des sujets politiques. Hein. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Nous pouvons conclure que telle ou telle politique, on va y mettre des guillemets, est criminelle parce qu'on pense qu'elle va aboutir à des résultats désastreux, comme je l'ai fait tout à l'heure en parlant du froid ou des inondations. Mais ça ne va pas plus loin que cette discussion. En ce moment, la discussion politique est pourrie par le mélange des genres entre l'expression d'un désaccord politique et l'expression d'une condamnation qui serait l'équivalent d'une condamnation d'un crime. Ainsi, d'un bout à l'autre de la terre, tous ceux qui critiquent la politique du gouvernement de M. Netanyahou sont traités d'antisémites. Et c'est continuel, évidemment. Plus vous défendez les droits de la population, plus vous dénoncez les crimes qui sont commis, plus vous êtes considéré comme un antisémite dangereux par ça. Donc vous allez trouver dans la presse, avec tous ceux qui sont toujours l'avant-garde de ce genre de travail, nous montrer du doigt, dénoncer, accuser. Naturellement, la plupart d'entre eux sont des menteurs qui ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils disent, parce que s'ils le croyaient, comme l'antisémitisme n'est pas un point de vue mais un délit dans notre pays, ils porteraient plainte. Et pour porter plainte, ils devraient s'appuyer sur des faits qui justifient une telle accusation. Il n'y en a pas. Et surtout, ce qui est très étonnant, enfin pas vraiment étonnant, c'est que d'un bout à l'autre de l'Europe, tous les responsables des organisations de la gauche dites radicales, et des fois un peu au-delà, tous sont accusés d'antisémitisme, et dans chaque pays, il y a une campagne active avec les mêmes groupes de pression qui interviennent pour obtenir de la presse, qui est extrêmement bienveillante, la répétition de cette accusation d'antisémitisme qui veut fonctionner comme un rayon paralysant. Alors vous passeriez votre temps à vous défendre d'une accusation absurde, au lieu de faire le travail que vous avez à faire, qui est d'agir concrètement contre le crime. Si nous sommes donc dans ce registre, à distinguer ce qui est du niveau du désaccord de ce qui est du niveau du crime, alors il faut bien qu'il y ait un lieu où ces questions-là se départagent. Contre le crime, ce n'est pas la justice du plus fort, parce que la justice du plus fort, ce n'est pas la justice, c'est juste la loi du plus fort. Le plus fort pense que ses raisons sont les bonnes. La justice, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit il y a des choses qui sont décrites par la loi et qui sont condamnées comme telles. Et donc, quand des choses sont décrites et que les faits correspondent à ce qui est décrit dans la loi, alors on peut décider que oui, la loi s'applique, c'est un crime, et les conséquences, c'est les peines prévues par la loi. D'accord ? Donc, quand on entre dans le niveau des relations internationales, il faut être non aligné pour pouvoir avoir un point de vue honnête autant que possible dans chaque situation, en tout cas conforme aux grands principes qui vous animent, et deuxièmement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Alors, pour les uns, c'est clair, tranche le plus fort. Le plus fort, lui, ce dont il a surtout horreur, c'est de l'ONU. Pourquoi ? Parce que c'est l'Organisation des Nations Unies, parce qu'en principe, c'est un système qui est très imparfait, nous en sommes d'accord, mais c'est le seul qui existe. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur lui pour exiger le fonctionnement d'un monde ordonné, et en particulier en matière de justice. Ça tombe bien, l'ONU a un organisme pour rendre la justice, qui est la Cour de justice internationale, qui est un organisme de l'ONU, je dis bien de l'ONU, pas d'un gouvernement, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, auquel participe l'ensemble des nations de cette planète. Et cette Cour, elle a déjà eu à de nombreuses reprises l'occasion d'intervenir. Au départ, elle intervenait surtout pour des conflits frontaliers. C'est pas le plus simple, puisqu'il y a 175 pays qui ont un conflit frontalier, un différend, on va dire, frontalier. Il n'y a que 26 pays qui, eux, si j'ose dire ont un conflit frontalier, c'est-à-dire que le différend frontalier est devenu une bataille rangée armée. Donc c'est dire que ce sont des questions très sérieuses et que quand la Cour intervient et que sa décision est respectée, c'est tout simplement fabuleux. Quand la Cour donne un avis, mais que cet avis n'est pas suivi d'effets immédiats, par exemple la Cour a enjoint la Russie, à juste titre, d'arrêter immédiatement son invasion et son attaque contre l'Ukraine. La Cour a raison, mais ça n'a eu aucun effet. Peut-être bien, mais en attendant, ça légitime que des sanctions soient prises par tous ceux qui, étant membres de l'ONU, étant membres de la Cour en question, disent nous voulons que ce soit appliqué. Et dès lors, tous ceux qui sont complices du crime peuvent être nommés comme tels, complices du crime, et poursuivis à leur tour. C'est vous dire que même si on considère que la Cour de justice internationale a surtout un niveau que l'on va dire symbolique, mais toutes les institutions humaines ont un rôle symbolique quand elles rendent des décisions. C'est parce que c'est l'État qui l'a décidé qu'on le fait, et que l'État dispose des moyens de mettre en œuvre ces interdictions. Et c'est parce qu'il y a une ONU qu'on peut parler de communauté internationale, sinon ça n'existe pas, ça s'appelle les alliances militaires, ou ça s'appelle ce qu'on veut. Donc vous comprenez bien ça. Puisque nous sommes non alignés, nous devons donc sans cesse nous référer aux organismes internationaux reconnus par tous.
C'est le cas de l'ONU et c'est le cas de la Cour de justice. Surtout que cette Cour de justice, elle a un texte particulier pour prévenir et empêcher les génocides. Prévenir et empêcher. C'est deux missions. Dès lors, l'Afrique du Sud a introduit une démarche contre le gouvernement de M. Netanyahou pour des actes qui ont une pente, une vocation génocidaire. Et en citant des faits qui correspondent à la définition d'un génocide, il cite aussi les propos tenus par d'innombrables dirigeants liés au gouvernement de M. Netanyahou, montrant les Palestiniens comme des animaux, les femmes et les enfants doivent être également détruits, etc., sans que ces déclarations donnent lieu à des vigoureuses sanctions dans le gouvernement concerné. Voilà. Par conséquent, il y a une base. Alors évidemment, qu'est-ce qui fait, à notre avis, l'intérêt de la démarche de l'Afrique du Sud, c'est que cette fois-ci, le gouvernement de Netanyahou a pris l'affaire au sérieux, parce qu'il s'agit d'une convention sur le génocide qui a été signée en 1948, qu'il a été aussi signé par Israël. Et par conséquent, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, de ce pays sont engagés par cette signature, comme nous-mêmes, nous sommes engagés à tout moment par les conventions que nous avons signées. Et dans cette convention, précisément sur la prévention et l'empêchement des génocides, bien, il y a la possibilité d'intervenir pour n'importe quel État qui a signé cette convention contre un autre en disant, puisque tu as signé la même convention que moi, c'est le cas de l'Afrique du Sud et de l'État d'Israël, eh bien alors, j'ai le droit de citer ton gouvernement. Évidemment, l'accusation est imputée à des gouvernements, pas à des nations en tant que telles, à des gouvernements. Si la Cour venait à trancher en faveur de l'Afrique du Sud, eh bien d'abord, pour nous, ça serait une victoire morale extraordinaire, parce que ça prouverait que les organismes internationaux peuvent prendre des positions sur lesquelles ensuite on peut s'appuyer. Nous l'avons fait en Europe à propos de l'invasion de l'Ukraine. L'Union européenne a pris toutes sortes de sanctions contre la Russie après cette invasion. Et dès lors qu'il y aurait une décision de la Cour de justice, eh bien clairement, nous pourrions montrer du doigt précisément le deux poids, deux mesures. Parce qu'une action a été intentée et des sanctions ont été prises contre la Russie au nom de son intervention en Ukraine, il faudrait donc que la même situation se présente par rapport au gouvernement de M. Netanyahou et de son intervention à Gaza et les massacres qu'il y déploie depuis maintenant plus de 3 mois. Voilà pourquoi je pense que cette action de l'Afrique du Sud est très importante, très remarquable, et que, évidemment, nous la suivrons avec passion, nous l'appuyons, nous l'encourageons, et je trouve encourageant le fait que le gouvernement de M. Netanyahou ait décidé d'intervenir à son tour dans ce procès. C'est-à-dire que le 11, ce sera l'Afrique du Sud qui sera entendue dans la séance plénière de la Cour de justice, et le 12, ce sont les avocats du gouvernement de M. Netanyahou qui seront présents dans leur cour pour défendre leur cas. Alors évidemment, le gouvernement déjà de M. Netanyahou a qualifié cette attaque de diffamation sanglante et absurde. C'est à peu près prévisible. S'ils sont en guerre, ils ne vont pas dire « nous donnons raison à nos adversaires et à ceux qui les défendent ». Le gouvernement de M. Netanyahou a dit que jamais aucune opération militaire n'avait été menée dans des conditions aussi morales et impartiales. Bon, bref, ce gouvernement a réaffirmé ses positions avec lesquelles, pour notre part, nous ne sommes pas d'accord. Mais en attendant, il sera là. Ce qui est aussi une manière de montrer la valeur de ces institutions internationales. Voyez-vous? Et ça, c'est très important. Oui, il existe des endroits où l'on peut essayer de régler les conflits autrement que par la violence, autrement que par les destructions, les déplacements de population, les bombardements de toutes sortes. Et pour nous qui sommes des pacifiques, pour nous qui tenons à ce que l'ordre de la communauté humaine sur cette planète soit un ordre stable, ordonné, avec les outils traditionnels pour mener un tel ordre, c'est-à-dire des instances délibératives, là c'est l'Assemblée générale de l'ONU, des instances judiciaires, clairement séparées des premières, là c'est la Cour de justice internationale, etc. Bref, un monde ordonné, d'après les principaux acquis de ce que nous considérons, nous, comme la civilisation, et notamment tous ceux qui résultent du concept de séparation des pouvoirs, qui, eux, viennent directement de la philosophie des Lumières, qui a animé l'idéal révolutionnaire des Français depuis 1789. Voilà pourquoi, pour ma part, j'ai reçu comme une très bonne nouvelle le fait que cette Cour allait se réunir et entendre la démarche de l'Afrique du Sud. Car je l'ai dit tout à l'heure, il y a naturellement la répression, la condamnation des actes quand ils sont qualifiés de génocide ou de crimes de guerre.
mais il y a surtout la prévention. C'est que dès lors que la Cour se prononcerait, et on peut penser qu'elle le fera rapidement, parce que quand vous accusez quelqu'un d'un génocide, vous n'attendez pas 7 ans ou 8 ans pour décider quelque chose sur le sujet. Mais vous décidez, et à partir de là, des mesures peuvent être prises et doivent être prises par les autres membres, parties prenantes, de cette décision, de cette convention, de cette cour à laquelle nous autres Français, nous avons adhéré. Voilà pourquoi, au moment où je vous parle, je fais preuve d'optimisme, alors que sur le terrain, la catastrophe va à chaque heure, chaque jour, s'aggravant. Vous savez qu'il y a un problème avec le bombardement des navires qui passe dans le bras qui conduit au canal de Suez, par lequel transite une partie tout à fait substantielle du commerce mondial. Et la perturbation des transports dans cette zone, évidemment, aura des conséquences pour tout le monde. C'est-à-dire vraisemblablement une augmentation des prix et des coûts, parce que les armateurs, bon, c'est pas des guerriers, ils font leur boulot, c'est transporter. Donc ils transportent, mais ils ne vont pas transporter au milieu d'un champ de bataille. Donc ils ne passent plus par là, et ils font tout le tour de l'Afrique pour entrer dans les eaux dans lesquelles ils sont attendus. Et donc, ben, c'est plus de parcours et c'est une augmentation des assurances sur les navires. Bon, voilà la situation. Alors, j'ai lu, peut-être que c'est pas vrai, hein, j'espère que c'est pas vrai, qu'on se prépare à aller taper dans le tas de ceux qui tirent sur les bateaux. Alors, ceux qui tirent sur les bateaux, ce sont les Houthis du Yémen, lesquels disent qu'ils veulent interdire aux bateaux qui s'engagent à cet endroit d'aller approvisionner le gouvernement Netanyahou et Israël dans la guerre qui est menée contre la population de Gaza. Voilà. Donc c'est leur raisonnement. Alors une des raisons les plus simples, si on veut empêcher que les convois soient bombardés, la première raison, ça serait de dire, si on arrêtait la guerre, sans doute qu'on arrêterait de bombarder. Non, c'est pas à ça qu'on a pensé. La première réponse qui vient à l'esprit, c'est comme tous ces gouvernements, à commencer par celui des États-Unis d'Amérique, avec le renfort du gouvernement français, ne demandent pas et ne font rien pour obtenir l'arrêt des combats, eh bien, de quoi parle-t-il? D'aller bombarder les Houthis pour empêcher ces gens eux-mêmes de bombarder les bateaux qui devraient aller aider ceux qui bombardent la population de Gaza. Vous voyez cette histoire de fou. Mais à quel moment peut-on rompre la chaîne? En cessant les combats. En cessant les combats, en faisant un cessez-le-feu. Si vraiment l'intention du gouvernement de M. Netanyahou était de punir ceux qui l'ont agressé sur le territoire d'Israël, ça va, il y a déjà assez de morts, la punition est suffisante, assez de destruction, assez d'hôpitaux détruits, assez d'écoles, assez de familles, assez de meurtres de masse, avec des munitions non guidées. Et puis toutes ces vidéos qui circulent où l'on voit des gens se vanter des dégâts qu'ils font, et où l'on voit aussi le président de la République d'un pays signer des bombes qui vont être jetées sur la population, et des fois des bombes à qui on a donné le nom de députés insoumis. Vous savez que ça a été fait à propos de quelques-uns d'entre nous. Tout ça est ignoble. La guerre est ignoble. Il est exceptionnel qu'une guerre soit morale. Il n'y a qu'un cas où la guerre est morale, c'est quand on fait la guerre en Asie. Parce qu'avec eux, il n'y a pas de discussion. On ne peut qu'arrêter ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on a montré en 1945. Nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans une autre situation. La réduire à une caricature ne ferait avancer aucune espèce de débat. Aucune comparaison ne peut avoir de raison qui guide notre action. Je dis bien qui guide notre action. On peut avoir les jugements moraux, on peut avoir les comparaisons qui viennent à l'esprit, et elles sont souvent fondées, mais dans l'ordre de l'action politique, de la responsabilité des chefs d'État, des chefs de gouvernement, de ceux qui interviennent et doivent prendre des décisions qui sont compréhensibles par tout le monde et qui participent de l'application de règles qui ensuite s'appliquent à tout le monde. Alors, il ne faut pas procéder autrement que par la voie du droit international, que par la voie des instances internationales et de ce qu'on appelle la communauté humaine, représentée par l'ONU et les différents organismes qui en résultent. Voilà tout ce que je voulais vous dire, et en ceci consiste mon optimisme personnel. Toujours lutter à chaque instant, continuellement, pour valider ce qui est le plus fécond, le plus positif, le plus prometteur pour l'avenir. C'est-à-dire toujours refuser en toutes circonstances la loi du plus fort.